tous, c'est Maxence Rigotier de blogcourseapied.com. Aujourd'hui, je suis avec Johan Kowal qui est un spécialiste de 1500 mètres, mais également de 3000 mètres et 3000 mètres steeple. Si vous ne connaissez pas Johan Kowal, c'est un spécialiste de 1500 mètres car il a été champion de France 2008 et 2010 du 1500 mètres. Tu es également cinquième des championnats d'Europe de Barcelone en 2010. Tu as un record sur 1500 mètres de 3 minutes 33 secondes et 75 centièmes. Donc pour vous donner un peu une ordre d'idée en rapidité, c'est plus de 25 km/h de moyenne sur la distance. Donc c'est quand même assez incroyable et tu fais partie des rares athlètes dans le monde qui arrivent à courir à cette vitesse. Et je souhaitais que tu nous expliques un petit peu tes débuts de la course à pied jusqu'à aujourd'hui pour nous évoquer un petit peu ton évolution. Alors salut Johan. Bonjour. En fait, c'est très simple. Mes parents étaient eux-mêmes pratiquants de l'athlétisme et du sport en général. Mon père a été champion de France UNSS de 3000 mètres steeple et ma mère vice-championne de France de duathlon. Donc dès tout jeune et dès 4 ans et demi, lors des vacances, mon père partait en stage à Fourmeux et donc nous emmenait à Fourmeux. Donc mon lieu de vacances c'est mon lieu de stage actuel en fait. Donc dès 4 ans et demi, je commençais déjà des petits footings et des petits entraînements très légers en altitude à Fourmeux. Donc c'est une passion qui est venue de mes parents et que j'ai continué par la suite personnellement. J'ai jamais eu aucune obligation. Donc à savoir que c'est avec beaucoup de plaisir. J'ai testé un peu d'autres sports, mais c'est avec beaucoup de plaisir que je suis revenu à l'athlétisme rapidement. Et quand j'ai vu que ça marchait un peu bien, j'ai continué. Et puis voilà, d'où mon niveau actuel aujourd'hui, c'est grâce à un premier coach qui m'a fait faire beaucoup de kilomètres étant jeune. Donc j'ai eu la chance de ne pas me blesser, de ne pas de bien encaisser le nombre de kilométrages. Donc il m'a fait acquérir une caisse énorme. Donc c'est très dangereux parce qu'en junior, en minime, cadet minime, je faisais des 10 km sur route, donc j'étais déjà assez endurant. Et ensuite, j'ai changé d'entraîneur qui m'a fait beaucoup travailler en puissance, beaucoup travailler PPG, des escaliers, enfin tout un tas de techniques que je faisais pas avant et qui m'ont permis d'avoir de la vitesse, de prendre du muscle et de progresser sur 1500 mètres. Donc voilà, c'est une évolution depuis plusieurs années et c'est un travail de longue haleine pour arriver au niveau aujourd'hui. D'accord. Donc à la base, en fait, quand tu étais minime, tu étais plus sur les longues distances et c'est à partir de quelle date tu t'es dit je vais me spécialiser sur le 1500, 3000 mètres, 3000 mètres steeple? En fait, en cas des deux, lors de ma mutation avec mon autre entraîneur, il m'a testé un peu sur 1500 mètres, puis en cas des deux, en passant du 10 km au 1500 mètres, je fais 4,05. 4,05 en cas des deux. Donc voilà, c'était pas trop mal, on s'attendait pas à ce que j'ai une vitesse comme ça. Et je fais également après en 9,30 et quelques, je crois, je me rappelle plus trop, aux départementaux sur 3000 mètres. Et petit à petit, je fais mon petit bout de chemin, je vais aux interrégionaux, j'arrive à me qualifier au championnat de France. Et je me souviens faire 13e au championnat de France en 8,58. Donc passer sous les 9 minutes, c'était quelque chose d'assez intéressant, d'autant que je commençais à peine à peine 3 mois de travail vraiment de spécifique sur piste. Donc 13e au championnat de France, très satisfait. Et l'année d'après, on a commencé à travailler un peu plus spécifique. Et donc junior 1, je fais 8,36 en salle. Et quelques semaines après, un mois après, c'est ma première sélection pour le championnat du monde junior de cross. Donc là, c'était un peu le signe. Voilà, mon coach a détecté un réel potentiel et a su travailler les bons points qui m'ont fait progresser rapidement. Et voilà, en fait, en un an de travail, j'ai réussi vraiment à obtenir un niveau correct. D'accord, donc au départ, c'est juste pour tester, tu t'es dit, tiens, on va tester le 1500 mètres ton niveau, et ensuite, avec un excellent chrono de départ, tu as su tirer ton potentiel pour le futur et t'améliorer jusqu'à atteindre des très très belles performances. Bah oui, après c'est clair que moi j'ai fait un investissement personnel, malheureusement pas beaucoup de monde peuvent faire aujourd'hui. J'ai choisi, l'option, j'ai choisi de privilégier l'athlétisme dans ma vie en priorité et de faire tout mon cadre de vie en fonction de l'athlétisme. Donc j'ai pris un gros risque, c'est clair que voilà, ça a été dangereux, mais bon, j'ai fait un CAP de militaire, comme je dis, en 3 ans. Donc en junior, j'ai pris des congés sans solde pour faire le championnat du monde de cross. Et au bout de ces 3 ans d'apprentissage, quand j'ai eu mon CAP, je me suis rendu compte que c'était pas cumulable de travailler et de faire de l'entraînement, de faire du sport du haut niveau.
Donc j'ai pris le risque, j'ai fait un an de chômage où je me suis entraîné à fond et les performances ont commencé à venir. Mon père m'aidait aussi pendant ce temps-là parce que c'était quand même assez difficile de ne pas travailler et de faire que du sport. Hein. On n'est pas professionnel, surtout étant jeune. Et donc j'ai privilégié le sport et toute ma vie s'est fondée en fonction du sport et j'ai eu la chance de percer et d'y arriver car c'est pas forcément évident. Donc voilà, c'est ça un peu qui fait ma progression, je pense, et ma force aussi. D'accord, déjà félicitations pour avoir osé, ton choix a vraiment été payant. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton quotidien de 1500 du coureur de 1500 mètres? Explique-nous un petit peu tes semaines types, quels sont tes différents entraînements, comment s'organise ta semaine? En fait, c'est très variable. Il y a des semaines où je vais beaucoup m'entraîner, d'autres moins. À savoir que je suis quelqu'un qui est très, très amateur d'entraînement et qui adore vraiment courir. C'est une passion avant tout, c'est un plaisir. Et des fois, j'ai même tendance à en faire un peu trop. Mais depuis quelques années, voilà, mon entraîneur est là pour me calmer et me cadrer un peu. Il me faut un équilibre et c'est ce qui fait qu'on marche bien ensemble parce que je l'écoute. Mais bon, ça peut aller vraiment des semaines quand je prépare le cross ou le long sur des semaines de plus de 150 km. Ça m'est déjà arrivé de monter à plus de 200 km. Bon, c'était un peu fou. Je me suis fait un peu remonter les bretelles par mon coach. Et comme je dis, je suis un passionné. Il me faut quelqu'un pour me cadrer. C'est ce qui m'aide à être performant. Ensuite, c'est variable. Là, il me faut pas beaucoup de séances sur piste ou de séances vraiment spécifiques pour monter en puissance sur 1500 mètres. Pour arriver à un gros chrono ou des choses comme ça, j'ai appris à savoir travailler intelligemment, travailler placé, travailler relâché, et à décrocher mes chronos comme ça. Les années précédentes, à chaque fois je commets des erreurs chaque année, et ça me permet de progresser. Et voilà, de plus travailler comme un fou à l'entraînement et de faire des séances de fou et qu'en compète je sois fatigué. Non, maintenant j'arrive à bien être programmé à temps et à arriver à prévoir une saison, à la respecter à la lettre et à respecter les temps voulus, les entraînements voulus. Et voilà, c'est ce qui fait, voilà, c'est une entente entre mon entraîneur et qui me connaît et moi qui, voilà, au niveau de mes sensations, il m'écoute beaucoup et comme je dis, voilà, c'est un travail de longue haleine, une bonne coopération qui fait que ça fonctionne aujourd'hui. Exactement, parce que ton objectif, c'est de toujours avoir ton pic de forme lors des compétitions les plus importantes de ta saison. Voilà, c'est sûr. C'est l'an dernier, par exemple, à Saint-Denis, j'avais prévu de faire mon record sur cette course-là. J'ai eu un 1500 mètres vraiment fort. J'en ai fait un juste avant un meeting, mais j'avais eu un accident de voiture 2 jours avant. Et mon coach, avant de faire le forcing pour rentrer sur le meeting de Saint-Denis, il m'a dit demande rien à ton manager. Fais d'abord on va faire une séance un peu test tous les deux, un peu type. Voilà, on va faire deux, trois trucs. Et on va voir comment tu réagis, comment voilà, si tu es bien ou pas pour valider ou pas faire le forcing pour rentrer dans la course. Et on a fait une séance, ça s'est bien passé. Il m'a dit, voilà, en gros, j'ai fait un 1000, pas très vite, hein, en 2,20, tout simplement, mais étant bien placé, étant propre. Et mon coach, suite à ça, a dit, stop, tu enlèves tes pointes, tu vas faire ta récup. On appelle ton manager, j'ai vu comment tu as couru ton 1000 mètres, tu vas faire Saint-Denis, je pense que ça devrait aller. Et je fais 3,33, je fais mon record, alors que la séance n'est pas monstrueuse. Donc il me connaît, il connaît mes sensations et il sait quand il faut que je cours et quand il faut que je reste chez moi. Tout simplement. Exactement, déjà c'est parfait d'avoir un duo avec un entraîneur qui te connaît parfaitement et puis comme ça tu peux vraiment écouter ton corps et puis savoir si tout se passe bien ou non. Et également concernant tes différents entraînements, donc tu nous as dit l'hiver que tu faisais 150 à 200 km par semaine et c'est surtout des longs footings. Et concernant des séances plus spécifiquement de piste, c'est combien de kilomètres par semaine et combien de séances de fractionnés pour préparer un 1500 mètres? En fait, c'est très variable. Hein. L'athlétisme, on peut travailler sur beaucoup de points différents. Alors les 150, comme je dis, je ne fais pas toutes les semaines. Hein. C'est quand je suis en stage au Kenya ou quand voilà, je pars en stage. À savoir qu'après un stage au Kenya, mon coach me met un entraînement jour par semaine et un jour de repos complet dans la semaine aussi. Donc après, je passe qu'à 6 entraînements. Donc soit je passe de 14 à 6 entraînements parce que voilà, quand j'ai fait un gros mois de travail, sans récupérer derrière, c'est aussi important. Et voilà, et on peut s'empêche pas de travailler dans la qualité en faisant qu'un entraînement par jour. Et des fois, faut savoir récupérer. Et donc ça c'est important. Après, les séances type où voilà, il n'y a pas vraiment de choses type. On peut faire de la musculation, on peut faire des côtes, on peut faire du fartlek, on peut faire de la piste. Il y a vraiment beaucoup de choses à travailler, des footings. Il y a vraiment beaucoup de choses à travailler pour être complet sur tous les points. Donc c'est un mix section length, c'est un peu différent. Et c'est aussi ce qui fait plaisir, on va dire, parce que c'est pas répétitif, c'est pas tout le temps la même chose. Et voilà, et même après dans les séances pures et dures, on peut modifier.
genre une séance de côte, on peut faire une séance lactique en côte, on peut faire une séance de londe. Voilà, on fait ce qu'on veut à chaque fois sur différentes séances. Donc ça c'est appréciable et c'est ce qui fait que je prends du plaisir aussi à l'entraînement tous les jours. C'est variable et voilà, et on peut constater de la progression en plus, et il y a tout le temps des choses nouvelles à découvrir. Et voilà, encore en revenant sur mon coach, ce que j'apprécie, c'est quand il vient en stage aussi, il s'inspire des autres pays, des autres nationalités pour améliorer ses plans, et ça c'est plutôt pas mal. D'accord. Et concernant tes 6 entraînements par semaine, est-ce que tu inclus dedans des séances de PPG? C'est dans les 6 entraînements ou c'est en plus tu fais une ou plusieurs séances de PPG, de musculation pour te muscler et avoir plus de volume musculaire et donc plus de vitesse? À savoir que la muscu, j'étais pas trop apte, enfin comment pas apte. J'étais pas trop pour la muscu, enfin pas pour, mais avec mon coach on n'en faisait pas trop. On a commencé à travailler vraiment la musculation qu'à partir de cette année, en fait en début d'année, pour essayer de prendre un peu de puissance et de vitesse pour être un peu meilleur sur 800 mètres. À savoir qu'avec mon entraîneur, on préfère renforcer ses points forts plutôt que renforcer ses points faibles. Donc là, je corrige un peu mon point faible qui est le 800 mètres. Mais je préfère, rester sur ma qualité qui est coureur de 1500, 5000, 10 000. Donc pour pouvoir enchaîner les tours, par exemple, en championnat, être bien fort là-dessus et avoir un finish qui est quand même fort sur un rythme déjà de course rapide. Ça, c'est une qualité que j'ai, donc on essaie de travailler, de continuer à garder ça en objectif. Après, concernant la qualité, c'est clair qu'il faut en faire. Des fois, j'en fais souvent, des fois, j'en fais pas. Ça dépend. C'est inclus dans mes séances. Quand je fais 6 séances, c'est 6 séances. C'est pas 6 footings plus de la PPG. Non, c'est dedans. Donc, c'est vraiment variable aussi. Et par contre, quand je suis en stage, tous les jours, c'est abdos-gainage. J'adore ça en plus. Donc, ça, j'en fais tous les jours en stage et après, je calme à l'approche des compétitions parce que voilà, on ne peut pas travailler vraiment à chaque fois, quoi. D'accord, ouais, parce que tu as une énorme fougue, donc tu as raison des fois de prendre un petit peu de repos. Et pour revenir sur le 1500 mètres, quelle est ta stratégie à chaque fois avant un départ sur le 1500 mètres? Est-ce que tu te dis moi je sais que je suis capable de faire tel chronomètre, donc tu fais ta course en fonction de toi-même, ou plutôt tu fais ta course en fonction des autres en te plaçant directement dans les premières positions? Quelle est ta méthode et ta stratégie avant un 1500 mètres? On peut pas vraiment dire que j'ai une stratégie ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je pense que c'est le cas d'aucun athlète. Le schéma de course n'est jamais respecté à la lettre. Même des courses en championnat, c'est tout le temps différent de ce qu'on prévoit. On peut jamais rien prévoir. Même en meeting, des fois, ça part trop vite, ça part trop lent. Faut coller, faut suivre et savoir se gérer aussi. C'est se connaître personnellement, hein, savoir se placer. C'est une course à la fois qui est dure parce qu'il faut être bien mentalement, bien physiquement. Il faut savoir se connaître et avoir confiance en soi et pas faire attention aux autres et essayer de les manger au maximum, quoi. C'est ce qui fait la beauté du 1500, je pense, parce que c'est très dur à gérer et je peux pas dire que j'ai un schéma de course. L'an dernier avant Saint-Denis, mon but c'était de coller la course et d'avoir la meilleure place possible. À savoir qu'il y avait 2-3 ans, quand je commençais en Diamond League, c'était le but de faire dernier, de m'accrocher à la dernière place pour battre mon record et de pas décrocher de cette dernière place. Au fur et à mesure des années, j'ai commencé à m'accrocher, à vouloir finir dans le milieu de course. Et là, je sais que si j'ai l'honneur de recourir cette année en Diamond League, je vais courir pour aller chercher un podium, voire être devant. Et il faut être ambitieux, c'est pas de la prétention, il faut être ambitieux et voilà, l'athlète a ses points forts et je progresse d'année en année, donc pourquoi pas espérer quelque chose de beau cette année. Exactement, parce que ton évolution est en pente ascendante au fil des années. Donc si tu continues comme ça, je pense que tu vas vraiment atteindre un niveau assez incroyable pour les années à venir. Et, Voilà, j'espère. et quels sont tes conseils pour les personnes qui souhaiteraient s'améliorer sur 1500 mètres? Quels sont les conseils que tu pourrais leur donner? Mais en fait, des conseils, c'est pas évident à donner non plus, c'est pareil, parce que chacun a sa qualité propre pour être fort chacun a son propre niveau et ses propres qualités sur la course. Donc c'est vraiment une course aléatoire. Il n'y a pas de science infuse, il n'y a pas tu vas faire telle séance, tu feras tel chrono. C'est vraiment aléatoire. Donc si chacun c'est beaucoup de travail, ça c'est sûr, faut travailler l'endurance, faut travailler la vitesse, faut tout travailler. Donc c'est sûr que faut être rigoureux dans un plan d'entraînement, s'y tenir et avoir comme je dis moi une fusion avec mon coach qui me connaît parfaitement et
Et voilà, il faut savoir respecter les plans de son entraîneur, avoir confiance en lui, et ça c'est vraiment important. Je pense que c'est la base des choses déjà, avoir confiance dans son entraînement et dans son entraîneur, c'est important. Après, un conseil pur et dur, c'est pas évident à donner. D'accord. Et des qualités qu'il faudrait avoir pour justement réussir sur cette distance? Bah, c'est pareil, moi je veux dire, à la base je suis un coureur, je viens du 10 000 mètres, enfin en étant jeune. Voilà, jamais j'aurais deviné être à ce niveau-là de sur 1500 mètres. C'est beaucoup de travail, hein, c'est beaucoup de travail. Je pense que quand on travaille en y-fond, on peut arriver à tous battre ses records et à faire quelque chose de bien. C'est du travail et de l'investissement personnel, c'est comme tout. Hein. Si on persiste à travailler dur, ben ça va forcément un jour ça va passer. Il faut travailler dur, mais intelligemment aussi. Donc c'est ça qui fait la difficulté de la course. Ouais, surtout, apprendre à connaître au maximum son corps et ensuite, travailler ses points faibles intelligemment et logiquement au fil des années. Comme tu l'as dit, si on s'entraîne énormément, il n'y a pas de raison de pas progresser. Oui, voilà, c'est sûr. Mais il faut s'entraîner, comme je dis énormément, mais intelligemment. C'est pas trop en faire qui va faire qu'on va progresser non plus. Faut se connaître. Faut savoir faire des phases de travail dures et faire des phases de récupération. C'est important. Ne pas négliger la récup. Ça, c'est beaucoup de gens voilà, ne mettent pas. Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui font un jour de repos complet comme par semaine. Quand je rentre de stage, je fais ça. Ou l'avant-veille des compétitions, si je fais un jour de repos complet. Et comme ça, j'arrive vraiment, voilà, j'ai la motivation et je suis frais, je suis reposé pour les courses. Donc ça, c'est quelque chose que je fais. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui le font, mais bon, voilà, ça c'est personnel et c'est propre à chacun aussi. Donc voilà, D'accord. voilà. Et donc là, tu nous évoquais que tu faisais un stage à Font-Romeu, des fois au Kenya. Avec tous ces entraînements, est-ce que tu as déjà eu une grave blessure? Et si oui, comment revenir après une grave blessure? Non, j'ai jamais eu je touche du bois d'ailleurs. Jusqu'à présent, j'ai jamais eu de blessures importantes. J'ai eu des trucs qui m'ont fait couper 3-4 jours maximum. Et voilà, comme je dis, je m'hydrate bien, je mange bien, je dors bien, je fais tout. Voilà, je suis professionnel dans ce que je fais. Et je pense que ça joue aussi. Après, je fais beaucoup, comme je dis, d'abdos, gainage, de tout ce qui est renforcement musculaire naturel, donc sans charge ou quoi que ce soit. J'en fais vraiment tous les jours en stage et je pense que ça entretient un corps fort et solide et ça c'est important. Après, voilà, c'est des étirements, enfin tout ça, toute l'hygiène de vie, je pense que c'est à prendre en compte dans une blessure. Voilà, il n'y a pas que l'événement blessure pure et dure, je pense qu'il y a tout l'entourage qui fait que qu'on peut se blesser ou pas. Après, c'est clair que ça n'empêche pas de pouvoir se tordre une cheville sur un parcours ou autre, mais bon, je fais attention vraiment à tout, donc voilà, pour le moment, je n'ai pas eu de soucis, donc voilà. Après, le conseil à donner, même si je n'ai jamais été blessé, je sais qu'on a tendance à vouloir trop, on a tous les amis que j'ai ou tout le monde que je connais ou je côtoie veut revenir en puissance directe après l'entraînement, il recharge direct et hop, ça se reblesse. Il faut savoir revenir calmement, accepter la blessure et savoir se reposer et qu'elle soit bien soignée pour repartir à l'entraînement. J'ai déjà eu une petite douleur au Kenya qui m'a fait couper 3-4 jours, mais voilà, dès que j'ai eu cette douleur, je suis allé direct faire une échographie pour voir ce que c'était pas grave, mais j'ai quand même coupé 3-4 jours pour être sûr que ça empire pas et c'était une contracture et pour pas que ça devienne une petite déchirure. Voilà, je suis coupé 4 jours au Kenya, j'ai rien fait pendant 4 jours, c'est sûr, mais bon, après j'ai pu m'entraîner et puis bien courir, donc c'est, voilà, savoir prendre le temps de se soigner et de revenir tranquillement à l'entraînement sans bourriner et sans justement empirer cette blessure. Ouais, exactement. Déjà, une chose, je pense, qui est assez intelligente de ta part, c'est de faire une journée de récupération par semaine. Je pense que ça doit bien t'éviter des problèmes physiques. Et puis deuxièmement, comme tu l'as parfaitement dit, à partir du moment où on a une petite douleur, il faut mieux couper 3-4 jours comme tu l'as fait, au lieu de malheureusement tirer, forcer dessus, et puis après on en a pour 3 semaines, un mois. Donc mieux Oui, c'est sûr, être patient. c'est sûr, c'est sûr. Et tu nous évoquais que tu as commencé la course à pied depuis tout petit. Qu'est-ce que tu aimes par le simple fait de courir et également pourquoi tu n'as jamais arrêté de courir? Explique-nous un petit peu ton ressenti à chaque fois que tu pratiques ta passion qui est la course à pied. Bah, c'est c'est dur à dire, enfin c'est dur à dire, c'est bizarre. Moi j'aime bien, là ce matin j'ai ramené 2 athlètes là, du Kenya pour m'aider pour la préparation. Et enfin j'ai essayé de leur faire partager un peu
au plaisir. Là, on est à Fourmeux, il y a un plateau à la Cannes qui a 2200 mètres, 2100 mètres d'altitude. Et voilà, et ce matin, par exemple, c'était tout blanc parce que c'était enneigé. Et enfin voilà, il y avait personne sur le plateau, il y avait que le vent, on avait la vue sur la vallée, enfin c'est magnifique. Et je sais pas, d'être tout seul, de courir comme ça en pleine nature, d'entendre que le bruit de son kawaii qui frotte, ça fait des choses, enfin je sais pas, c'est quelque chose que j'apprécie, courir tout seul, ou avec du monde, partager ces moments, c'est agréable, et qu'est-ce qu'on se sent bien après un footing ou après une séance, enfin, c'est des sensations que j'apprécie. Et quand j'ai mes jours de repos ou des choses comme ça, ben ça me démange, quoi, ça me manque, je veux dire que c'est même une drogue maintenant à l'heure d'aujourd'hui, donc m'arrêter je pourrais pas. Je vois quand je suis en vacances et que je dois couper 10 jours, que mon coach me force à couper, je suis obligé de faire du vélo, de la natation, enfin de faire autre chose. Je suis obligé de faire du sport. Et après courir, c'est ce que j'apprécie le plus, donc voilà, c'est un moment où même si on va mal, ou on a un petit moment de dépression, ou un petit truc, voilà, mentalement ça va pas bien, on va courir, on accélère un peu, et au bout d'un moment, on a une quinzaine de minutes où on pense plus à rien, quoi. Et voilà, ça permet de s'évader aussi, et c'est ça qui est beau dans la course à pied. Ouais, bah exactement, hein. C'est vraiment des sensations assez sympathiques d'être confronté à la nature, de pouvoir faire le dépassement personnel de soi. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont assez sympas à vivre. Et toi, concernant la motivation, comment tu fais pour toujours être motivé pour aller courir? Parce que je suppose qu'il y a peut-être quelques fois quand même, tu n'as pas trop la motivation, il fait froid, etc. Comment tu gardes toujours cette motivation avant un entraînement ou une compétition? Faut savoir que depuis que je suis avec mon entraîneur maintenant, depuis 8 ans, j'ai raté un seul entraînement. Je suis pas allé à un entraînement parce que c'était en cadet. D'ailleurs, moi, je crois que c'était cadet ou junior. Bah Parce que j'avais fait bravo! une fête avec, ouais, j'avais fait une fête avec mes copains, j'avais fait la fête, voilà, et le lendemain, j'avais pas du tout la motive et pas du tout voilà, l'état d'aller courir. J'étais vraiment KO et j'ai raté cet entraînement-là. Et je m'en suis voulu après, mon coach m'a engueulé de ça et depuis, j'ai vraiment respecté tous mes entraînements. Alors, je vais pas dire que j'ai tout le temps envie d'y aller, c'est clair que des fois, c'était encore dimanche, là, avant de venir à Fourmeux, il pleuvait des cordes chez moi à Périgueux. Et j'ai appelé mon coach, je lui ai dit je vais remplacer, je vais faire une séance de piscine, est-ce que je peux y aller? Bah, il m'a dit oui et tout. Et je sais pas, je me sentais pas bien de modifier mon plan ou quoi que ce soit, donc j'ai attendu un petit peu, ça s'est un peu calmé légèrement. J'ai pris mes baskets, je suis allé courir, et après, c'est clair, je suis parti, j'avais pas envie de courir, hein, honnêtement, voilà, j'ai fait les premières 5-10 minutes, c'était long, c'était ennuyeux, et au bout d'un moment, voilà, ça passe bien, et puis 50 minutes, ça se fait vite fait, j'avais un petit fartlek, ça s'est fait tout seul, et quand j'ai fini, j'étais content, quoi, ça m'a pris 1 heure, et puis j'ai fait mon fartlek, et puis maintenant ça va bien, je me sens bien physiquement, enfin, voilà, des fois c'est clair que j'ai pas envie, mais je me force à y aller, et puis une fois qu'on est dedans, on est dedans, et c'est parti, quoi, il y a 10-15 minutes qui sont dures au début, et après ça va tout seul quand même, donc, moi, la motivation, elle vient, voilà, on a un objectif, on se fixe un objectif, et voilà, on s'entraîne pour cet objectif, et c'est ça aussi qui permet d'être resté motivé tout le temps. Ouais, exactement. Et aussi pour toutes les personnes qui hésiteraient à courir le 1500 mètres, qui se disent ah, c'est des courses trop rapides, c'est pas pour moi, ou je suis trop vieux, etc. Quel message voudrais-tu leur faire passer pour toutes les personnes qui hésitent de se lancer sur le 1500 mètres et pour qui se lancent dès demain et qu'ils essayent ce type de course? Bah, c'est sûr qu'au moins, faut essayer. Après, il n'y a pas de message personnel à lancer aux gens, parce que chacun a sa propre course et son type de course qui lui correspond et qui lui plaît. C'est avant tout un plaisir et voilà une sensation personnelle. C'est là où on se sent le mieux qu'on va aller. C'est sûr, hein, moi, si j'étais mieux sur 110 mètres V, je serais allé sur 110 mètres V. Mais bon, voilà, c'est chacun ses préférences. Hein, c'est sûr que après le 1500 mètres, ce qu'il y a, c'est que je pense que avec le 800 mètres et le 1500, c'est l'une des disciplines les plus rapides de l'athlétisme. Il faut être fort mentalement, il faut être fort physiquement. Il faut savoir se placer dans une course, il faut savoir être intelligent. Enfin, c'est vraiment dur parce que c'est pas un sport pro non plus. On peut compter sur personne et que sur soi-même. Et voilà, l'aspect tactique est vraiment important dans le 1500 et le 800 mètres. C'est deux disciplines qui sont. Ah voilà, je trouve que c'est ce qui fait la beauté du sport. On peut avoir 12 mecs au départ d'une finale sans savoir lequel va gagner. C'est clair qu'il y a des favoris, mais tout le monde est battable sur un 1500 mètres. C'est une course tactique. Tout le monde peut gagner, tout le monde peut décrocher une médaille. Et ça, c'est ce qui fait, je pense, la beauté du 1500, c'est ce que j'apprécie dedans. L'an dernier, on peut voir encore un athlète américain qui fait, avec un moins bon record que moi, qui fait une finale et qui termine 3e sur le podium des championnats du monde. Et je pense que personne avant la finale aurait misé un billet sur cet athlète. Et voilà, il a créé la surprise parce que c'est une course qui peut être ouverte et qui
sur le jour J, la bonne course, la bonne gestion de course en étant en forme, ça peut passer. Et c'est ça qui fait voilà l'aspect attirant du 1500 mètres. D'accord. Donc pour toi, tu penses que le 800 mètres et le 1500 mètres, ce sont les deux courses où il faut être assez fort sur le plan tactique, etc., pour toujours être bien placé, savoir faire un excellent finish, etc. Et dans le fond, les petites différences de chronomètre entre les différents concurrents se gomment avec Oui, la tactique de course. oui, voilà, au départ d'une course, les compteurs sont remis à zéro. Au départ d'un 400, c'est pas pareil. Au départ d'un 400, tu pars, tu vas à fond, tu termines à fond. Au départ d'un 5000, tu sais que ça va bombarder direct avec toutes les clignants éthiopiens et tu es obligé de courir à fond aussi tout le temps pour avoir une place en finale ou autre chose. Parce que l'aspect 1500, c'est des fois ça part en 3,40 au 1000. 3,40 au 1000, il y a beaucoup de gens en France qui sont capables de le faire, 3,40 au 1000. Donc après, c'est un dernier 500 derrière et là, faut savoir être placé et il faut savoir attaquer au bon moment, il faut se connaître aussi. C'est ça qui fait la différence. Et sur le 800, c'est pareil. Si tu fais un premier 400 trop vite, tu vas payer dans le deuxième tour, quoi. C'est pour moi, c'est les deux courses qui sont vraiment, qui sont attirantes pour ça. À part un Rudisha à l'heure d'aujourd'hui qui fait un départ arrivé tout seul, c'est quand même rare de voir des athlètes qui font le 1500 mètres pareil aussi, départ arrivé tout seul, quoi. C'est ça, c'est la beauté de la course. Ah bah c'est clair, je confirme tous tes propos. Et tu te donnes des objectifs très élevés. Je suppose que tu souhaites encore améliorer ta marque de 3 minutes 33 secondes 75 centièmes. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment tu enlèves un petit peu tes barrières mentales pour te dire oui, c'est possible d'arriver à atteindre ce tel niveau de performance, etc. Comment tu fais pour enlever toutes ces barrières mentales? Déjà, j'ai un travail de sophrologie aussi derrière pour être mentalement prêt sur l'approche des compétitions et sur les départs de course aussi. Après, mentalement, maintenant, je veux dire, voilà, il n'y a plus de limite, tout est faisable. L'an dernier, 3,33, quelques jours avant, j'aurais jamais pensé faire 3,33. Et pourtant, 2 années d'avant, plutôt, en 2009 et 2010, je faisais des séances monstrueuses qui pour moi valaient déjà 3,33. C'est complètement aléatoire. Il y a 2 ans, enfin 2009-2010, je pensais faire 3,33, je cours en 3,35. L'année dernière, je fais pas d'énormes séances et je fais 3,33. Donc c'est vraiment, vraiment aléatoire. Il faut pas, comme je dis, il faut poser le cerveau. Il faut savoir, poser le cerveau. Non, entre guillemets, parce qu'il faut rester intelligent dans sa gestion de course. Mais avant la ligne de départ, on s'occupe de personne et puis on part et puis il faut se connaître et voilà, et tout donner jusqu'au bout et rien regretter, c'est ça le plus important. Et moi, maintenant, je cours comme ça. Je vais courir dans une finale, dans une Diamond League entre un Silas Kiplagat qui est médaillé au monde ou Asbel Kiprop. Peu importe. Au départ de la ligne, les compteurs sont remis à zéro et tout est jouable. Faut s'accrocher au maximum et tenter d'avoir la meilleure place possible. Plus on est devant, mieux le chrono sera, c'est sûr. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut courir et c'est comme ça que je vais tenter de raccrocher mon score cette année. D'accord. C'est avec l'expérience au fil des années que tu as acquis, que tu arrives à réaliser de meilleures courses et par la même occasion tu améliores tes différents chronomètres. Voilà. Et pour finir sur une dernière question, là actuellement tu as un stage à Font-Romeu. Quelle est l'importance des stages dans ta progression de la course à pied? Explique-nous un petit peu, à chaque fois que tu effectues un stage, que ce soit au Kenya, à Font-Romeu ou ailleurs, qu'est-ce que tu ressens et puis également quelle est l'importance des stages dans ta progression dans la course à pied? En fait, pour moi, le stage, déjà, c'est deux choses. C'est quitter la vie active de tous les jours, parce que quand je suis en stage, j'ai pas de papier, j'ai rien à faire, je fais pas mes courses tous les 3-4 matins, enfin, je fais mes grosses courses avant de partir. Euh, Ensuite, j'ai aucun papier, aucun stress de la ville. Je suis à Fourmeux, il y a pas de feu rouge. C'est une toute petite ville, pas de stress, en fait. Il n'y a pas de stress que j'ai tous les jours quand je suis à Périgueux, à prendre la voiture pour aller au stade. Il y a plein de bouchons, plein de trucs. Enfin, voilà. Tout un tas de petites choses comme ça qui sont des détails, mais qui dans la vie de tous les jours sont un peu gênantes. Et donc ça, c'est important pour moi. Le Kenya, c'est pareil. Voilà, je suis vraiment isolé. J'ai pas ce stress de la vie de tous les jours, et c'est ce qui me permet d'être posé, de me consacrer entièrement et totalement à l'entraînement et de penser à rien d'autre. Ensuite, c'est clair qu'il y a l'effet d'altitude aussi. On a de l'altitude et on sait très bien tous les effets que ça donne pour les globules rouges. Donc c'est ce qu'on recherche aussi en altitude. L'entraînement est plus dur. Je vais faire un partec à 2000 mètres d'altitude et je vais le sortir de suite. Je vais aller beaucoup moins vite qu'en bas, mais bon,
c'est travailler différemment et pareil sur la piste, savoir s'adapter et travailler différemment. Donc c'est aussi chercher de nouvelles sensations et d'autres et différents types de travail sur l'entraînement. D'accord. Donc, premièrement, c'est vraiment l'isolement et être sans aucun souci de la vie quotidienne, l'importance des stages. Et également, deuxièmement, c'est aussi pour côtoyer les meilleurs athlètes et du coup, ça te tire vers le haut et ça te permet encore de t'améliorer. Oui, voilà aussi, c'est ça. D'accord. Et pour les coureurs confirmés qui souhaiteraient atteindre ton niveau, quels conseils tu pourrais leur donner pour toutes les personnes qui sont à 3 minutes 50 ou 3 minutes 55 ou 3 minutes 45 sur 1500 mètres? Quel message tu pourrais leur adresser pour qu'ils arrivent un jour à ton niveau de performance? Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de conseils à donner, quoi. C'est connaître, on en revient au même sujet que tout à l'heure, c'est connaître ses qualités personnelles et savoir travailler intelligemment, avoir confiance en soi, en son entraînement, en son coach. Et c'est du travail et de l'investissement personnel. Après, il n'y a pas de science infuse, quoi. Il n'y a pas de science infuse et voilà, enfin, c'est pas facile à expliquer, mais bon, c'est personnel à chacun. Et il n'y a pas de conseils purs et durs, tu fais ça, tu vas faire tel chrono. Non, c'est un travail de longue haleine. Ça se fait pas du jour au lendemain non plus. D'accord, donc patience, entraînement et logiquement, au fil des années, on continue à progresser. Et après, je pense que ça se joue des fois à quelques détails entre le haut niveau et le très très haut niveau. Voilà. Ok, en tout cas, merci Johan une nouvelle fois pour cette interview. Je te dis Avec- à bientôt et puis bonne continuation pour ton stage à Font-Romeu. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. J'espère que cette interview vous a plu. Partagez-la sur Facebook et sur Twitter. Dites-moi également dans les commentaires du blog ce que vous avez pensé de cette interview. C'était Maxence Rigotier de blogcoursapied.com. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles interviews d'athlètes pour progresser encore dans la course à pied.